Ah, Roméo et Juliette, deux amants maudits, des familles qui se détestent, un amour impossible. On pense tous connaître cette histoire par cœur. Et on a tous en tête cette image un peu romantique de William Shakespeare, seul à la lueur d'une bougie, en train d'inventer ce chef-d'œuvre. C'est l'image qu'on a un peu tous, merci les films comme Shakespeare in Love. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé? Et si, en grattant un peu le vernis de cette belle légende, on découvrait une histoire beaucoup plus ancienne, et franchement peut-être même plus fascinante? Allez, on remonte la piste ensemble. Alors, pour faire simple, la réponse est non. Carrément non. Faut savoir que Shakespeare n'inventait presque jamais ses intrigues. Son vrai génie, c'était de trouver des histoires qui existaient déjà et de les transformer en véritables diamants. Et l'histoire des Amants de Vérone, eh bien, elle n'échappe pas à la règle. Alors la question c'est, qui est le véritable architecte de ce chef-d'œuvre? Ok, c'est parti. On met nos casquettes de détective et on remonte le temps. On va suivre la piste, les indices laissés dans les livres à travers les siècles. Et voilà la piste, c'est limpide. On part de Shakespeare en 1597. Il s'est très largement inspiré d'un poème anglais d'Arthur Brooke, datant de 1562. Brooke, lui, a en fait traduit une nouvelle italienne de Matteo Bandello de 1554. Mais ce n'est pas fini. Bandello lui-même a repris une version encore plus ancienne, publiée en 1531. Et c'est là qu'on trouve la source, l'histoire originale. Et tout y est déjà. La querelle entre les familles, la scène du balcon, le mariage secret, la potion qui simule la mort et le double suicide. Tout. Le vrai créateur de Roméo et Juliette, c'est donc un Italien, Luigi da Porto. Bon, maintenant qu'on a le nom du coupable, pour comprendre d'où vient son histoire, il faut se plonger dans son monde à lui. Un monde où l'expression querelle ancienne n'était pas juste une jolie formule, mais une réalité quotidienne et souvent brutale. Regardez bien ce blason, c'est celui de la famille Savorgnan, le clan le plus puissant du Frioul, là où da Porto était soldat. Regardez sa forme, ces deux troncs qui s'entremêlent. C'est une métaphore parfaite de la situation de l'époque. Une seule et même famille, complètement déchirée par une guerre interne, consumée par une querelle ancienne. Ça ne vous rappelle rien? Le parallèle est juste saisissant. Dans l'histoire, on a les Montecchi contre les Capuletti à Vérone. Dans la vraie vie de da Porto, à Udine, il y avait les Zamberlani, qui étaient pour Venise, et les Strumieri, pour l'Empire. Et attention, on ne parle pas de simples débats politiques, on parle de bagarres de rue, d'assassinats. La haine était telle qu'apparemment ça se battait même dans la cathédrale pendant la messe. Le plus fou dans tout ça, l'oncle de da Porto était le chef d'une des factions. Il était donc aux premières loges de cette violence. D'accord. Donc, la fameuse querelle familiale de la pièce est directement inspirée de ce que da Porto a vécu. Mais alors, si les vraies familles s'appelaient Zamberlani et Strumieri, d'où sortent ces noms devenus mythiques, Montecchi et Capuletti? Alors là, c'est un mélange assez incroyable de réalité et d'erreur. Pour les Montecchi, c'est du 100% vrai. Les Montecoli étaient une vraie famille de Vérone qui a été exilée à Udine, là où vivait da Porto, donc il les a sûrement connus en personne. Mais pour les Capelletti, l'histoire est encore plus dingue. Da Porto a trouvé ce nom dans le Purgatoire de Dante. Le problème, c'est qu'il s'est fié à un commentaire de l'époque qui se plantait complètement. Les Capelletti n'étaient pas de Vérone. C'est donc une simple erreur de lecture, une sorte de fake news du XVIe siècle, qui a donné naissance à l'un des noms de famille les plus célèbres de la littérature. Incroyable, non? On a le contexte politique, on a les noms, mais maintenant on passe au cœur du mystère. Parce que pour da Porto, cette histoire, ce n'était pas que de la politique. C'était très personnel. Et l'indice le plus important qu'il nous a laissé, il est caché tout au début de son texte. À la plus belle et gracieuse Lucina Savorgnan. Pendant des siècles, tout le monde a pensé que c'était une simple dédicace de politesse à une cousine. Mais aujourd'hui, les historiens pensent que c'est bien plus que ça. En fait, ce serait la clé qui révèle la vraie motivation de da Porto. Un authentique triangle amoureux. En gros, il y a trois théories. La première, la plus romantique, Roméo c'est da Porto, Juliette c'est Lucina, et l'histoire est le récit de leur propre amour impossible. La deuxième théorie, c'est la version meilleur ami. Juliette c'est toujours Lucina, mais Roméo c'est son vrai grand amour, un certain Francesco Savorgnan qui était en exil. Da Porto aurait écrit ça pour encourager sa cousine à patienter. Mais la troisième théorie, elle est beaucoup plus rusée. Da Porto serait amoureux de Lucina, et il verrait Francesco comme un rival. L'histoire devient alors une sorte d'avertissement, une fable très sombre pour montrer à Lucina à quel point son amour est dangereux, avec l'espoir secret qu'elle prenne peur et tombe dans ses bras. Alors laquelle est la bonne? Histoire d'amour, cadeau d'amis ou pure manipulation? Eh bien, la réponse se trouve juste après, dans la suite de la dédicace. Et elle semble pointer très clairement vers la troisième théorie, la plus sombre de toutes. Écoutez bien ça. Da Porto écrit noir sur blanc qu'il a écrit cette histoire pour qu'elle puisse voir à quelle mort cruelle les amants sont conduits par leur passion. Il ne célèbre pas l'amour là, au contraire, il met en lumière son pouvoir de destruction. C'est comme s'il lui disait « Regarde ce qui arrive quand on aime trop fort, ça finit mal, ça finit dans une tombe ».
Ce n'est pas du tout une lettre d'amour, c'est une mise en garde. Alors, est-ce que son plan a marché? Est-ce que son avertissement littéraire a fonctionné? D'Aporto a-t-il fini par conquérir le cœur de Lucina? La réponse est non, pas du tout. Et c'est là que l'histoire devient vraiment délicieuse. Parce que dans la vraie vie, le rival, Francesco, est bel et bien revenu d'exil et il a épousé Lucilla. Leur amour, bien réel, a eu une fin heureuse. Un pied de nez magistral au destin tragique que D'Aporto avait écrit pour eux. Et ça nous laisse avec cette question finale, qui est assez vertigineuse. L'histoire qui a défini l'amour romantique pendant 500 ans, est-ce qu'elle est vraiment née d'une célébration de l'amour? Ou bien était-ce à l'origine un avertissement? Un avertissement brillant et très personnel, conçu pour tuer une romance. C'est un rappel fascinant que derrière nos plus grandes histoires se cache souvent une réalité humaine bien plus compliquée qu'on ne l'imagine.